pour parler du diabète de type 1 du Covid-19 selon l'expérience de notre centre, le service de pédiatrie de Sfax. Donc, je pense que la date du 2 mars 2020, donc le premier cas d'infection au SARS-CoV-19, c'est une date que tous les Tunisiens retiennent. C'est le premier cas d'infection Covid-19 déclaré en Tunisie. Un peu plus tard, le 11 mars 2020, l'OMS va annoncer la pandémie Covid-19. Et comme ça a été introduit par le professeur Nicolino, donc on connaît tous le rôle connu des infections virales dans le déclenchement du diabète de type 1, mais en raison des restrictions du confinement qui ont compromis largement l'accès aux soins médicaux, on s'attend forcément à avoir un impact sur la présentation de beaucoup de maladies, y compris le diabète de type 1 de l'enfant. Donc l'objectif justement de cette étude était d'évaluer la fréquence et la sévérité de la présentation clinique et biologique du diabète de type 1 à la révélation avant et durant la pandémie du Covid-19. Nous avons donc voulu savoir le phénotype clinique et biologique ainsi qu'immunologique de cette maladie par rapport donc à la pandémie Covid, et notre critère de jugement principal était la fréquence et la sévérité de l'acidocétose inaugurale. Donc, nous avons mené une étude donc, transversale, descriptive et comparative avec un recueil rétrospectif des données. Nous avons considéré deux périodes, donc mars 2019, février 2020, et la deuxième période, mars 2020, mars 2021. Et nous avons inclus tous les enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été hospitalisés dans notre service pour un diabète de type 1 nouvellement diagnostiqué. Donc, nous avons mené une comparaison et nous avons nommé groupe 1 le groupe des enfants dont la révélation du diabète s'est faite avant la pandémie, durant la première période, et le groupe 2, c'est les enfants donc, dont la révélation a été faite donc, durant la pandémie Covid-19. Et nous avons recueilli différentes variables sur les données démographiques, les antécédents, le délai diagnostique, les circonstances de découverte, l'état clinique ainsi que l'état métabolique à l'admission, le terrain immunologique et la prise en charge thérapeutique à l'admission. Et nous avons défini l'acidocétose et ses degrés de sévérité selon les recommandations de l'ISPAD de 2018. Donc, l'analyse a été faite donc, via le logiciel SPSS avec une comparaison des variables catégorielles et une comparaison des moyennes. Et nous avons donc utilisé le seuil 0,05 pour la signification. Donc, voici nos résultats. Donc, tout d'abord, sur le plan épidémiologique, donc, contrairement, je pense, je ne peux pas me prononcer sur des données tunisiennes, mais en tout cas, dans notre centre, donc, nous avons, comme vous voyez, noté une augmentation de la prévalence, de l'incidence annuelle dans notre centre, du diabète du type 1 à la révélation. Et donc, vous voyez, donc, le groupe 1 a colligé donc 31 cas, soit 38%, versus 50 cas, soit 62% dans le groupe 2. Donc, vous voyez, il y a une augmentation nette de la prévalence de cette maladie dans notre étude. Et en regardant les différents paramètres, donc au niveau de l'âge, il n'y a pas pratiquement donc, de différence donc, entre les deux groupes. Dans les deux groupes, nous avons noté une prédominance masculine qui était un peu moins importante dans le groupe 2 par rapport au groupe 1, mais sans qu'il y ait de différence significative. Mais pour ce qui est de la consanguinité et des antécédents familiaux de type 1, ça a été un peu plus fréquemment retrouvé chez les enfants du groupe 1 par rapport aux enfants du groupe 2, mais sans que la différence soit significative. Et par contre, pour les antécédents familiaux de maladies auto-immunes, ça a été noté plus fréquemment chez les enfants du groupe 2. Donc, on s'est aussi posé la question donc, du délai diagnostique, et nous avons remarqué que le délai diagnostique était paradoxalement plus important chez les enfants du groupe 1 par rapport au groupe 2, mais sans que la différence ne soit encore une fois significative. Par contre, la notion d'un facteur déclenchant infectieux, en dehors bien sûr de l'infection Covid ou de stress, a été notée plus fréquemment chez les enfants du groupe 1 avec une différence qui était statistiquement significative. C'est-à-dire, dans le groupe 2, durant la pandémie, il y avait moins donc, de facteurs déclenchants par rapport donc, au groupe 1. Pour ce qui est des signes fonctionnels, donc quand on a regardé les signes cardinaux du diabète, donc pour le syndrome polyurépolitique, c'était comparable dans les deux groupes avec une fréquence qui était au moins égale à 98 voire 100%.
Par contre, l'amaigrissement, la notion d'amaigrissement a été notée plus fréquemment chez les enfants du groupe 2 avec une différence statistiquement significative. Pour les autres paramètres, les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée, la dyspnée, tous ces paramètres ont été plus fréquemment notés chez les enfants du groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1, mais sans que la différence ne soit significative. Par contre, l'asthénie a été rapportée pratiquement chez 90% des enfants du groupe 1 versus 68% chez les enfants du groupe 2 avec une différence qui était significative. Et donc, sur ce diagramme, vous voyez que les différents signes cliniques, c'était plus fréquemment de façon très proportionnelle donc, au nombre au sein du groupe, au niveau donc, chez les enfants du groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1, à part donc l'asthénie. Maintenant, au niveau de l'examen physique, donc sur les données anthropométriques, le poids, la taille, l'IMC, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Par contre, quand on regarde les IMC bas, donc inférieurs au 25e percentile, donc il y avait plus d'enfants proportionnellement, donc d'enfants appartenant au groupe 2 que par rapport aux enfants donc, au groupe 1, mais il n'y avait pas de différence significative. Donc, sinon, pour la déshydratation, les signes de choc, la polypnée, l'altération de conscience, tous ces signes étaient plus fréquemment retrouvés chez les enfants du groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1. Donc, l'épée, ce n'était pas d'épée significative, mais vous voyez que les fréquences, vraiment, donc ça passe de 60% à 48% pour la déshydratation, pour le choc, 10%, 3%, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a plus donc, de signes, finalement, de gravité dans le groupe 2. Et sur le plan biologique, donc tout d'abord, au niveau de la glycémie veineuse, donc les glycémies, c'était comparable, il n'y avait pas de différence. Pareil pour la natrémie corrigée. Par contre, pour la calémie corrigée et pour les hypocalémies, ça a été plus fréquemment retrouvé donc, chez les enfants du groupe 2. Et vous voyez, donc c'est même visuel sur les figures. Donc les glycémies, il n'y a pas vraiment de différence. La natrémie aussi. La calémie, vous voyez que nettement la moyenne, elle est moins importante chez les enfants du groupe 2, mais avec un P qui n'était pas significatif. Donc, étant donné que nous n'avons pas réalisé, dans notre étude, nous n'avons pas des données sur la sérologie, le profil sérologique de ces enfants, la preuve sérologique de l'infection au Covid-19, ni un examen PCR, donc étant donné que notre protocole national n'indiquait pas ces examens chez les enfants asymptomatiques, et donc nous avons regardé le taux de lymphocytes sur les numérations, et nous n'avons pas trouvé de différence au niveau de la lymphopénie. Même, on a trouvé que la lymphopénie était plus fréquemment retrouvée chez les enfants du groupe 1, mais vous voyez que la différence n'est pas du tout significative. Maintenant, au niveau des données gazométriques, donc vous voyez que au niveau du pH, au niveau des réserves alcalines et au niveau du pH et réserves alcalines, donc les valeurs étaient plus basses chez les enfants du groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1. Ça, c'est des moyennes. Nous n'avons pas trouvé une différence significative. Pareil pour l'hémoglobine glyquée au niveau du diagnostic. Mais par contre, quand on a regardé les différents stades de sévérité, tout d'abord, les pH inférieurs à 7,1, c'était plus fréquemment retrouvé chez les enfants du groupe 1 et groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1. Et quand on a réuni les paramètres donc, définissant l'acidocétose diabétique, de façon globale, 50 cas parmi 81 avaient une acidocétose diabétique au diagnostic, soit un taux de 62%, et de façon plus approfondie, donc, donc au niveau du groupe 2, c'était 64% versus 58% donc, du groupe 1, et ça tendait vraiment vers la significativité avec un P qui était à 0,05. Mais quand on a regardé de façon plus approfondie les différents stades d'acidocétose selon donc, les guidelines, donc, et vous voyez nettement que l'acidocétose était plus sévère chez les enfants du groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1 et avec un P qui était fortement donc, significatif. Vous voyez que donc, 53% des enfants du groupe 2 avaient une acidocétose sévère donc, versus 33% des enfants du groupe 1. Alors, sur le plan immunologique, nous avons donc voulu regarder s'il y a
donc prédisposition à développer l'un ou l'autre des anticorps du diabète. Et nous avons remarqué que chez les enfants du groupe 2, les anti-GAD étaient plus fréquemment retrouvés. Par contre, chez les enfants du groupe 1, c'était les anti-IA2. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative, mais je pense que c'est des données qu'il va falloir peut-être explorer de façon beaucoup plus approfondie. Au niveau du traitement, donc évidemment au niveau du protocole de traitement de l'acidocétose diabétique, la durée en heures était plus prolongée chez les enfants du groupe 2 par rapport aux enfants du groupe 1. La durée d'hospitalisation était comparable, il n'y avait pas de différence significative, elle était un peu plus prolongée paradoxalement chez les enfants du groupe 1. Et pour ce qui est de la dose d'insuline à la sortie, elle était pratiquement donc comparable, un peu plus élevée donc chez les enfants du groupe 1, mais sans que la différence ne soit significative. Donc évidemment, puisqu'on parle d'un an avant la pandémie, un an avant et un an après, donc évidemment le recul chez les enfants du groupe 1 était plus important que chez les enfants du groupe 2, mais on a voulu regarder les réhospitalisations, le nombre de réhospitalisations par an. Nous avons noté en tout 5 réhospitalisations, c'était 3 dans le groupe 1 et 2 dans le groupe 2, et toutes ces réhospitalisations ont été motivées par des déséquilibres de diabète, et il n'y avait pas de différence donc, entre les deux groupes. Finalement, donc, au niveau de l'hémoglobine glyquée annuelle moyenne, donc une année après la révélation, elle était en moyenne de 8,5 dans le groupe 1 et de 7,8 dans le groupe 2. Il n'y avait pas de différence significative, mais elle était un peu plus élevée. Donc ça rejoint peut-être un peu les données donc, européennes, un petit peu donc, plus élevées donc, chez les enfants du groupe 1 que chez les enfants du groupe 2. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout d'abord, le premier commentaire, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas dans notre centre, une augmentation de la prévalence du diabète de type 1 durant la pandémie Covid-19. Bien sûr, et je répète, c'est évidemment le rôle viral qu'on connaît tous, mais probablement d'autres facteurs, donc le stress en rapport avec le confinement, les décès, ainsi de suite. Et on sait tous que le facteur viral pourrait intervenir soit de façon classique, donc c'est la cascade qu'on connaît, donc immunologique, mais ce serait aussi peut-être dû à une altération directe de la cellule bêta-pancréatique exprimant le récepteur à l'angiotensin 2 qui faciliterait l'entrée du SARS-CoV-2 dans la cellule, et c'était en fait de façon comparable aux données déjà décrites en 2010 avec le virus H1N1. Donc, je pense que c'est peut-être la même chose. Et d'autre part, et surtout, et ça rejoint les données européennes et en tout cas mondiales, il y a une augmentation significative de la prévalence de la cytocétose inaugurale, de sa sévérité durant la pandémie. Et je pense que c'est surtout en rapport avec les rôles des mesures de distanciation et du confinement, donc puisque c'était une situation entraînant un retard dans le diagnostic, un retard de consultation. Les parents et les enfants étaient confinés, ils avaient peur de consulter pour ne pas être infectés par le Covid, et donc ça les prédisposait peut-être à une progression rapide vers une acidocétose diabétique et donc un risque accru de complications. Et au niveau de la littérature, donc j'ai pas le temps pour vous faire part de toutes les données que j'ai pu donc consulter, mais vous voyez donc en tout cas là un exemple d'étude qui a fait pratiquement la même chose que nous. Donc, là, c'est une étude polonaise qui a retrouvé les mêmes constatations, en tout cas au niveau de la sévérité de l'acidocétose, avec une différence qui était plus significative. Les limites de notre étude étaient donc évidemment l'absence de recherche de l'infection par le SARS-CoV-2 ou de sa preuve sérologique et du caractère donc rétrospectif, donc le recueil des données qui nous a exposé parfois à des données manquantes. Donc voilà, j'arrive à la conclusion pour vous dire que dans cette étude, nous avons démontré une prévalence donc, et une sévérité plus importante de la présentation initiale du diabète de type 1 de l'enfant durant la pandémie Covid-19. Ceci a forcément des implications importantes sur les cliniciens dans les deux soins primaires et secondaires ainsi que pour les familles, et ça insiste encore une fois sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des médecins et du public. Donc voilà, donc je remercie tout d'abord donc toute mon équipe, donc, et particulièrement